Ah merde, ça a commencé. Semaine d'inquiétude sur les marchés avec le plafond de la dette aux États-Unis. Des données macroéconomiques étaient très attendues pour prendre une direction claire sur les marchés. Des indices, on va le voir, qui se la jouent perso. Alors on en est où? Commençons par la macro. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis, était attendue cette semaine la deuxième estimation du PIB aux États-Unis pour le premier trimestre. Bonne nouvelle, 1,3% de croissance, on l'estimait à 1,1%. Plus de dépenses concernant les loisirs cet été, plus d'expériences personnelles au travers de voyages, sorties au restaurant, bref, ce qui devrait soutenir le secteur hôtelier. C'est en tout cas ce qui est attendu aux États-Unis. Alors le marché n'y a pas trop prêté attention, puisque si bonne nouvelle il y a, eh bien la Fed peut se permettre d'attendre un petit peu plus longtemps avant de commencer à rebaisser ses taux directeurs. Et du coup, le marché a décalé les anticipations de ce qu'on appelle le pivot de la Fed. C'est le début de l'assouplissement monétaire, de la réduction des taux d'intérêt, qui n'auront donc plus lieu selon les anticipations du marché, non pas au mois de septembre, non pas en novembre, finalement peut-être en décembre. On a eu d'ailleurs mercredi les minutes du FOMC, c'est le rapport écrit de ce qu'avait déjà raconté Jérôme Powell lorsqu'il avait relevé ses taux directeurs à 5,25%. Et les membres du FOMC ont conclu que relever encore les taux directeurs est une option moins certaine à cause des risques économiques, même si la Fed ne ferme pas la porte à une hausse de taux supplémentaire si et seulement si les données le justifient. Prochaine réunion le 13 juin. Et côté dette américaine, on en fait un feuilleton quotidien depuis 2 semaines, le plafond de la dette n'est pas encore relevé. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo. Alors, il le sera, ça c'est une certitude. Mais la question est, est-ce que les politiques vont continuer à jouer avec le feu? Et ce, jusqu'au 1er juin. À partir de là, les États-Unis seront à court de liquidité. Alors, je rappelle que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a 1 semaine et demie. Si tu veux en savoir plus, de manière beaucoup plus détaillée là-dessus. Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants se sont rapprochés d'un accord sur 2 ans visant à limiter les dépenses publiques. Et ce, pour éviter un défaut de paiement des États-Unis, il y a encore plein de sujets à débattre. Nouvelles conditions de travail au programme de sécurité sociale ou encore le budget de l'agence de recouvrement des impôts qui permet d'attaquer tout ce qui est évasion fiscale et fraude fiscale parmi les entreprises. Voilà d'ailleurs l'évolution des comptes des États-Unis qui s'approche de zéro. Côté Banque Centrale Européenne, on aura au moins encore 2 hausses de taux. Glassnode, qui est membre du Conseil de la Banque Centrale Européenne, donne aussi accessoirement son avis sur le marché en disant qu'il est trop ambitieux car il anticipe une baisse des taux d'ici le début de l'année prochaine. Ah oui, parce qu'il estime que la Banque Centrale Européenne devra quand même maintenir des taux élevés tant qu'il n'y a pas de neutralisation d'une inflation qui reste encore persistante. Mais bien sûr, l'attente la plus importante de la semaine, c'était l'inflation aux États-Unis. Alors oui, elle était déjà ressortie il y a une dizaine de jours. Elle était d'ailleurs, je rappelle, meilleure que prévu, 4,9% contre 5% attendu. Et cette fois-ci, c'était le PCE, mieux pondéré donc que le CPI qui était déjà ressorti, plus 0,4% contre plus 0,3% attendu. Et là, ça aurait dû être une mauvaise nouvelle. Mais le marché en a décidé autrement et n'a même pas réagi à très court terme juste après la publication de ce chiffre. Peut-être est-ce lié aux commandes de biens durables qui ont été publiées au même moment, qui sont sorties largement meilleures que prévu, plus 1,1% contre moins 1% attendu, ce qui veut dire que la consommation est là, que l'inflation ne les arrête pas. Ne les arrête pas à consommer. On consomme pareil même si les prix montent. L'économie est solide, l'inflation est certes un peu moins faible que ce qu'on espérait. Les anticipations de baisse des taux de la Fed sont de plus en plus éloignées. Et alors que les marchés ont baissé en début de semaine, ils ont décidé de dire stop au pessimisme. Ah, mort le pessimisme. Et s'il y en a bien une qui n'est pas pessimiste, c'est une entreprise qui pèse maintenant quasiment 1000 milliards de dollars, qui a publié des résultats stratosphériques, 50% au-dessus des attentes, qui a augmenté ses objectifs annuels, qui estime que les résultats du 2e trimestre vont être 64% meilleurs que le même trimestre l'année dernière, qui a pris 25% en une journée. Une boîte qui profite de l'intelligence artificielle. Tu l'as deviné, c'est Nvidia.
D'ailleurs, au passage, les vendeurs à découvert se sont fait découper, mais découper menu, comme ça. 2,3 milliards de dollars de pertes en une journée. Nouveau record historique pour l'action Nvidia. 250% de hausse en 9 mois. Meta aussi d'ailleurs se porte très bien, mais reçoit une amende d'un peu plus de 1 milliard de dollars par la Commission irlandaise des protections des données. Parce que Meta viole le règlement européen sur le transfert de données personnelles vers les États-Unis. Oh bon! Et puis voilà. D'ailleurs, non, c'est pas tout en fait. J'en profite parce que sur Facebook, il y a de plus en plus d'arnaqueurs qui essayent de scam tout le monde. Certains d'ailleurs se font passer pour moi sur Facebook. Donc une règle simple, de manière générale, ne donnez jamais rien à quelqu'un qui vous promet quelque chose, notamment de l'argent. Et en l'occurrence, quelqu'un se fait passer pour moi avec un vieux compte en disant oui, vas-y, envoie-moi un bitcoin, je t'en renverrai 3 juste après. Si vous voulez m'envoyer des bitcoins, il n'y a pas de problème, hein, je peux mettre mon adresse. Par contre, je vais pas vous en renvoyer 3 en fait, hein, je vais juste les garder, quoi. Voilà, ça c'est dit, on sait jamais, je préfère être sûr. Alors le plus important à retenir cette semaine sur les marchés, je le disais en introduction, c'est que chaque indice le joue un peu perso. Il y a des indices qui sont faibles, qui sont passés sous leur zone de polarité, et il y en a qui sont encore super forts et qui se sont même enflammés. Le Nikkei, hein, par exemple, hein, qui a tout explosé et il continue d'ailleurs. Le Nasdaq a profité particulièrement aussi de Nvidia, hein, qui a super bien publié, et ça lui a permis d'accélérer sa dynamique haussière et de faire des nouveaux records annuels, notamment vendredi. Le Dow Jones lui a galéré, on en a parlé d'ailleurs avec Rodolphe dimanche dernier ici. Le CAC 40 est passé brièvement sous les 7003, mais ça n'accélère pas, au contraire ça tient. On est d'ailleurs repassé vendredi au-dessus des 7310. Le DAX est revenu sur la zone d'achat que vous connaissez, puisque j'en parle depuis des semaines, 15 700 points. On l'a d'ailleurs atteint quasiment au point près avant de rebondir. Et je termine par le SP500. Lui aussi est revenu sur la zone d'achat. Je vous ai bien saoulé avec ça, hein, 4105, 4120. Je rappelle, c'est la zone que j'avais travaillé là pendant une dizaine de jours. Là aussi, on est revenu pile poil sur cette zone. Réaction sans appel. Et il n'y a pas eu non plus de rupture de la zone de polarité daily qui se trouve à 4070. D'où l'intérêt de faire toujours un carnet de bord, de bien prendre ses points de repère pour éviter de partir dans tous les sens de manière émotive dès qu'il y a un peu des bougies sur des unités de temps trop courtes. Acheter les indices les plus forts est une stratégie payante encore aujourd'hui, puisque la surperformance des uns par rapport aux autres ne faiblit pas, ne s'inverse pas, ne s'essouffle pas. Et je dis ça parce que j'en vois beaucoup vendre encore les indices les plus forts, comme le Nasdaq, alors que justement, c'est celui qui monte le plus vite. Faut faire vraiment gaffe à ça parce que ça marchera pas à terme. La preuve d'ailleurs avec le Nikkei, si j'étais resté vendeur là-dessus, je me serais fait découper. D'ailleurs, Rodolphe sur IVT a même réussi à attraper le Nikkei à l'achat sur repli. Eh oui, ce n'est pas parce que il est haut, qu'il monte vite, qu'il ne peut pas continuer, bien au contraire. Salut tout le monde, bonjour Xav, j'espère que vous passez toutes et tous un bon week-end. Concernant les indices, marché un peu décousu cette semaine, j'ai été pour ma part, je sais pas, distrait ou en manque de concentration et encore une fois cette semaine m'a prouvé tout ce que j'essaye chaque jour de vous transmettre. Il n'y a absolument aucune corrélation entre les actifs, entre aucun actif et encore moins entre les indices. Vous l'avez vu cette semaine. Pour ma part, je me suis battu pendant 3-4 jours sur la chèvre de la semaine, à savoir le Dow Jones. Voilà, je voyais que tout graphiquement m'indiquait que ça allait repartir et pourtant non, sur le Dow Jones, il y avait un petit flux baissier mais il y avait surtout un manque de flux. Un manque d'investisseurs, un manque de conviction et donc graphiquement il se passait pas grand chose et j'aurais dû me maintenir et rester complètement à l'écart de ça. À l'inverse, j'avais toujours quand même une volatilité, même si elle a eu un petit pic au-dessus de 20, une volatilité qui restait faible et j'avais toujours une inertie vraiment positive, active, haussière sur d'autres indices. Et comme je vous le dis toujours, et je vous le répète encore ce matin parce que c'est important, allez là où l'action se passe, allez là où il y a du flux et allez là où finalement c'est beaucoup plus simple pour votre psycho, mais aussi pour votre trading et pour le mien. Vous voyez, même après, ça fait combien de temps? Presque 23 ans que je suis sur les marchés financiers et je fais encore ces erreurs-là. Il a fallu 3-4 jours pour que je me reconcentre et que j'aille tardivement sur un indice comme le Nikkei, où au final le Nikkei il a fait un petit trou d'air qui permettait de revenir sur des éléments graphiques intéressants pour re-rentrer. Et même en payant le Nikkei, je l'ai payé je crois 30 006 ou 30 005, je sais plus. Finalement, le Nikkei s'est réenvolé derrière sans aucun stress. Et finalement, quand on arrive
à épargner ses émotions, sa psycho, on passe tellement une meilleure semaine et surtout c'est tellement plus simple pour faire de la performance et finalement gagner de l'argent puisqu'on est quand même là pour ça. Alors que j'ai perdu mon temps sur Dow Jones, même si heureusement en fin de semaine je me suis bien rattrapé, j'ai perdu du temps, de l'énergie pour pas grand chose. Donc je répète, simplement à mon avis, à mon humble avis, les deux faits caractéristiques qu'il faut retenir de ce petit passage, de ma petite intervention très rapide sur le débrief hebdo que je salue au passage de Xav, qui est excellent comme d'habitude. Il n'y a pas vraiment aucune corrélation et vous ne pourrez jamais, vous ne devez surtout pas trader en fonction des corrélations que certains ou que vous avez imaginées dans votre tête. Premier point. Et deuxième point, quand la volatilité reste relativement faible et sereine et constructive, il faut aller là où il y a de l'action, là où il y a du flux. Et en ce moment, l'action se passe à la fois sur les Nikkei et ou, bien évidemment, en ce moment sur le Nasdaq qui est en train de faire un rattrapage, voire même qui a dépassé son rattrapage de manière fulgurante. Voilà, pour l'instant, semaine prochaine, alors bien évidemment, on reste toujours indécis avec le plafond de la dette américaine et d'autres éléments un peu anxiogènes autour de la hausse ou des taux ou non de la Banque centrale américaine. Mais là, je viens de passer en revue tous mes graphiques et même si on assiste progressivement, notamment en Europe, à un essoufflement qui est légitime, pour l'instant, tout reste haussier. Donc, n'anticipez pas trop ces essoufflements de manière trop rapide. Ils vont arriver, il y a un moment ou un autre, mais faites gaffe quand même que la tendance haussière, je vous le rappelle, peut rester plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable sur vos comptes. Je vous embrasse, merci beaucoup, très bon dimanche à toutes et à tous. Me concernant, je continue à travailler à l'achat à l'indice SP500 et c'est là que je vais prendre mon ustensile préféré que je vais continuer du coup à garder a priori. Alors, ça n'a pas été de tout repos, hein. Elle a quand même bien souffert. Hein. Ça n'a pas été de tout repos, en tout cas jusqu'à vendredi 15h. D'ailleurs, hein, je vous ai tout dit, hein, j'ai rien à cacher. J'en ai parlé tout au long de la semaine sur IVT, tous les matins dans les Morning Wood, que c'était compliqué. Et pourtant qu'il fallait continuer à persévérer, à prendre du recul, parce que ce n'est pas invalidé. Ouais, oui. Casquette verte, ça sert à ça. Hein, c'est pas pour l'invalider au bout de 3 secondes. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. L'une des plus grandes difficultés, c'est trouver l'actif qui va mieux se comporter que les autres. Mais il y a une autre chose, c'est que lorsque les planètes sont pas alignées, c'est-à-dire quand vous avez des indices qui donnent des signaux négatifs en horaire, et ça on en a eu beaucoup cette semaine, que d'autres au contraire continuent à s'emballer, ou que d'autres encore restent dans des ranges, de garder finalement sa lucidité, de garder aussi une capacité d'exposition de son capital pour encaisser cette période de flou, pour se donner tout simplement une marge de manœuvre. Parce que si on part systématiquement dans tous les sens, au premier signal horaire, et à l'inverse, on tiendra pas ces positions gagnantes longtemps. On changera de casquette rapidement. Alors oui, c'était pas simple, hein, pour ne pas dire qu'on en a chié de ouf, mais on n'avait pas de planète alignée comme avec des valeurs refuges qui montent alors que les indices sont en train d'accélérer à la baisse, comme par exemple le yen. Des convergences de signaux négatifs partout sur des données journalières. J'ai douté. Et finalement, vendredi, ça a payé. Les tendances primaires se poursuivent et donc on va devoir pour la semaine qui arrive relever les niveaux de polarité. Sachant d'ailleurs que lundi, marché américain est globalement fermé. Donc sur le SP500, le niveau de polarité notamment en horaire, je le place à 4170, 4160. Tant qu'on ne repasse pas là en dessous, casquette verte. Et d'ailleurs, ça sera casquette verte. Au-dessus des 7250 points sur le CAC, 13008 sur le Nasdaq, 30600 sur le Nikkei. Et toutes les autres zones de polarité restent intactes, notamment sur le DAX, 15007, et Dow Jones, autour des 33 000. Et donc, tant qu'on reste au-dessus de tout ça, casquette verte. L'or de son côté faiblit jour après jour dans un contexte où le dollar monte progressivement et c'est dû aux anticipations de baisse des taux de la Fed qui finalement s'allongent, une économie qui reste solide, des anticipations également qu'il y aura un accord sur le plafond de la dette. Il devra quand même repasser au-dessus des 1970 $ pour relancer une dynamique au moins à court terme. Et si on prend du recul sur des données hebdomadaires, il faudra impérativement tenir les 1925 $. Donc je suis toujours acheteur là-dessus, même si l'intérêt des investisseurs aujourd'hui n'est pas tourné vers le métal doré. À suivre d'ailleurs au passage le pétrole, s'il venait à sortir de cette longue tendance baissière en passant au-delà des 78,5 $ sur le baril de Brent. Plusieurs semaines de pause sur le marché crypto, une tendance haussière pour autant qui est conservée, et ce tant qu'on tient les 25 000 $ sur le Bitcoin,
1700 $ sur l'Ether. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas trop de dynamisme. On voit d'ailleurs les wallets actifs sur le Bitcoin qui sont au plus bas depuis des mois. On a certes quelques décalages ici et là, mais ce sont très souvent des feux de paille sur les altcoins. On va suivre sur le Bitcoin si on arrive à passer au-dessus des 28 000 $, ce qui permettrait de relancer un peu de dynamisme. L'équivalent sur l'Ether, c'est 1900 $. Et ça permettrait probablement de relancer de manière générale. D'ailleurs, on voit aussi sur la capitalisation totale qu'on est toujours scotché en bas de ce range daily, mais dans une tendance de fond qui reste haussière depuis le début de l'année. Donc il n'y a rien de grave, mais je crois que les investisseurs ont besoin d'un peu plus de visibilité, de calme, pour revenir en mode risk on sur le marché crypto. Avant de partir, je voulais vous dire un petit mot et terminer ce débrief hebdo en vous remerciant du soutien que vous apportez chaque semaine ici. J'essaye depuis 2 semaines de vous proposer un peu plus de contenu avec une vidéo de plus entre 2 débriefs hebdo. D'ailleurs, la dernière, je crois que j'ai pas posté ici. Si, on l'a posté, mais je l'ai pas posté sur les réseaux encore. Sur le VIX, sur la volatilité, et celle d'avant, c'était sur la dette américaine. Et ce que je voulais vous dire, c'est sachez parfois, il y a des semaines plus difficiles que d'autres sur les marchés, et malgré tout, on lâche pas, on est là. Parce que ça arrive à tout le monde, faut pas se le cacher. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même si vous vous en rendez pas compte, la force que vous envoyez permet, au-delà du contenu qui est partagé et de vouloir continuer à le faire, que ce soit sur IVT, en podcast, sur Twitch, sur YouTube, d'être rigoureux, discipliné et persévérant sur le marché. Alors pour ça, merci vraiment. Force et honneur. Ciao. Force et honneur. On va tout péter semaine prochaine. On va tout